Brevo a réalisé 11 achats en 4 ans. Un des grands sous-jacents de ces rachats, la capacité pour Brevo de remonter upmarket. C'est plus beau d'être un centaure que d'être une licorne, pouvoir gagner ton propre argent, le réinvestir. C'est ça quand même la clé et les fondamentaux d'une boîte qui marche bien. On signe de plus en plus des deals qui font 15, 20K de MRR. Avant c'était exceptionnel, maintenant c'est très régulier. On a augmenté les effectifs de 20%, mais on a augmenté le booking de 60%. De ne pas prendre un nom pour un nom. Un nom, c'est une première étape dans une discussion. Quand tu es sales, tu ne dois pas avoir peur d'aller prospecter. Ça doit faire partie de l'instinct du sales. Il ne faut jamais se brouiller avec les personnes. Il ne faut jamais être mauvais perdant, parce que tu peux croiser les personnes, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Brevo a passé ce statut de licorne, c'est-à-dire que tu as la confiance d'investisseurs qui vont nous aider à aller chercher un objectif de 1 milliard d'ARR en 2030. Bonjour à tous, je suis Claire et j'ai cofondé Elio, cabinet de conseil en stratégie commerciale avec mon associé Noémie Tur. Notre mission chez Elio, c'est d'accompagner les sociétés ambitieuses à se structurer et accélérer commercialement dans les phases clés de leur croissance, notamment grâce à la mise à disposition de nos Head of Sales externalisés, experts du B2B. Grâce à Elio, on a la chance de rencontrer et de travailler tous les jours avec les sales leaders des plus belles boîtes françaises et européennes. Et nous avions à cœur de vous partager leurs expériences. Et c'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui Axel Detour, VP Sales de Brevo. Bonjour Axel. Bonjour Claire. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. Plaisir partagé. Merci de ton accueil. Donc toi, Axel, tu es cofondeur et ancien CEO de Captain Wallet, qui a été racheté par Brevo fin 2022. Suite à ce rachat, c'est à ce moment-là que tu as pris le rôle de Senior VP Sales au sein de Brevo. Brevo, c'est une Customer Platform All-in-One, que je te laisserai présenter un peu plus en détail par la suite, qui réalise aujourd'hui plus de 200 millions d'ARR. Et vous avez également réalisé une levée de 500 millions fin 2025, qui a été une des plus grosses levées de la French Tech en 2025, et qui vous a officiellement propulsé au statut de licorne. Je te laisse, Axel, te présenter plus en détail et nous expliquer aussi quels sont les enjeux quand on passe de CEO de sa propre boîte à Senior VP Sales d'une société comme Brevo. Oui, c'est le grand saut de l'entrepreneuriat au retour au salariat. Donc voilà, donc oui, effectivement. Donc je m'appelle Axel Detour. J'ai cofondé avec donc, deux associés, Bertrand Leroy et Alexandre Plichon. Captain Wallet, c'était dans les années 2013-2014. D'ailleurs, le CEO de la boîte, hein, c'était Alex. Et Bertrand était CTO et moi, je m'occupais de toute la partie revenu, on va dire. Okay. CRO, on dirait. Ouais, CRO, exactement. Et donc, on a fait grossir cette boîte jusqu'à 2022, seul. On avait fait une levée de fonds aussi en 2018. Et puis du coup, on a été, il y a eu l'acquisition de Brevo, qui s'appelait Sendinblue à l'époque, et qui a donc racheté Captain Wallet toute fin 2022. Et depuis, donc je suis devenu VP Sales de Brevo. Alors au début, j'ai commencé comme étant, comme tout fondateur qui rentre dans une qui a été racheté par une entreprise. Tu sais, tu as une période donc, ce qu'on appelle «burn-out». Donc, c'est la période dans laquelle tu dois rester dans l'entreprise pour assurer la transition, faire en sorte que l'entreprise que tu as vendue performe toujours. Et je suis sorti un peu de ce rôle assez rapidement, au bout de 8-10 mois, pour donc m'occuper des sales de Brevo au global, c'est-à-dire sur les territoires, mais aussi sur tout le produit de Brevo, qui est beaucoup plus large que ce que faisait Captain Wallet, à la fois donc en termes de territoire et en termes de produits. Et peut-être en termes d'équipe aussi à ce moment-là. Et du coup, ouais, effectivement, en termes d'équipe, parce que effectivement, Captain Wallet, ça faisait, on était une quarantaine, cinquantaine au moment du rachat, et les équipes juste sales de Brevo, c'est cinquantaine, soixantaine de personnes, tu vois. Donc effectivement, je me suis retrouvé à manager beaucoup plus de monde directement, avec plein de cultures différentes, de langues différentes. Enfin, on parlait anglais, mais surtout plein de cultures différentes. Et donc, voilà, une dimension complètement nouvelle à tous les étages. Donc, tu as le challenge de... Donc, tu n'es plus ton propre patron. En fait, tu n'es jamais vraiment ton propre patron. On avait des fonds d'investissement. Voilà.
Oui, d'avoir en fait une espèce de vue globale de l'entreprise quand c'est la tienne, à vraiment me focaliser sur une fonction très spécifique d'une entreprise qui est plus large. Donc la piscine est devenue plus grande, mais je me suis occupé que d'un couloir de nage en particulier. Donc ça c'est un changement qui est pas forcément évident. Parce que tu aimes bien en fait avoir ce recul en fait sur les choses. Et en fait, avoir le recul sur plusieurs sujets dans une entreprise, ça te permet d'anticiper beaucoup plus les problèmes et d'avoir une lecture qui est beaucoup plus simple. Donc, je pense que on l'a tous vécu ou on va tous le vivre si ceux qui écoutent ou nous voient sont plus jeunes. Mais c'est hyper intéressant, je trouve, de voir dans la progression d'une carrière, d'ailleurs que tu sois entrepreneur ou pas, même en tant que salarié. C'est marrant comme voilà, quand tu passes à l'étape d'après, en fait, les problèmes que tu avais quand tu étais dans l'étape d'avant te paraissaient absolument insurmontables. Tu étais la tête dans le guidon, insurmontable ou compliqué à résoudre. Et en fait, quand tu prends cette espèce de pas de recul et que tu deviens manager, que tu vois les choses d'un peu plus haut, c'est évident pour toi. Tu vois tout de suite les problèmes, tu vois tout de suite ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, etc. Donc ce changement de je vois tout dans mon entreprise, donc oui, je comprends tous les enjeux, etc., à devenir spécialisé sur une partie d'une entreprise, c'est pas évident de garder ce pas de recul, quoi. Donc moi j'ai trouvé que c'était le changement le plus difficile à opérer, conserver ce pas de recul, et tout en étant bien spécialisé sur une partie de la boîte, et avec donc des enjeux sales chez Brevo. Enfin, d'ailleurs, il y a des enjeux à tous les étages quand tu es dans une boîte comme ça qui grossit aussi vite. C'est une boîte qui bouge beaucoup, tout le temps. Donc voilà, faut s'adapter à ça. Ok, hyper intéressant. Et en effet, c'est vrai que quand tu es aussi co-founder de ta boîte, tu as la maîtrise globale, mais en plus, tu as la maîtrise depuis la naissance de la boîte, depuis la création. Et là, tu arrives en effet sur une verticale spécifique qui sont les sales, que tu maîtrises très bien, mais qui sont plus qu'une verticale, dans une société qui a eu un passif avant que tu arrives. Donc, double changement là-dessus. Et toi, en termes de leadership, de vision, comment est-ce que tu as dû t'adapter? Ça a été quoi tes gros enjeux, justement, à ce moment-là où tu as récupéré une équipe sales qui n'était pas que l'équipe que tu avais créée, mais également les gens qui étaient là avant que tu arrives. Ça a été quoi tes gros enjeux à ce moment-là? Donc moi, quand je suis arrivé, une des raisons du rachat de Captain Wallet par Brevo, et d'ailleurs 2 entreprises qui ont été rachetées par Brevo, Brevo a réalisé 11 achats en 4 ans, 11 acquisitions d'entreprises. Et il y a un des grands sous-jacents de ces rachats, c'était la capacité pour Brevo de remonter, comme on dit, up-market, donc d'aller sur des clients qui sont un peu plus gros. C'est une entreprise qui fait aujourd'hui 75% de son chiffre d'affaires sur du self-service, donc des clients, des petits clients. Et Brevo a toujours été le champion des artisans, des PME, pour leur donner vraiment accès à l'emailing à l'origine. Et puis donc petit à petit, c'est élargi sur son produit et du coup sur la typologie client qu'il pouvait adresser. Et c'est exactement la raison du rachat de Captain Wallet. C'est une des raisons. Il y avait 2 raisons. Une raison qui était la feature de Captain Wallet, donc la capacité à dématérialiser les coupons de réduction, les cartes de fidélité, surtout dans les wallets, tu sais, les wallets d'Apple, de Google, avec lesquels tout le monde paye aujourd'hui. Donc nous, on permettait de dématérialiser toutes les cartes de fidélité, donc d'en faire vraiment un canal de communication pour les entreprises, que tu peux envoyer des notifs, changer le contenu, etc. Donc on ajoutait une feature, un canal supplémentaire à ce que devenait Brevo, à savoir la fameuse Customer Platform All-in-One dont tu as parlé tout à l'heure. On pourra donc le détailler un peu plus. Et puis il y avait le fait que Captain Wallet était et toujours, parce que c'est toujours une marque qui existe encore chez Captain, chez Brevo, qui va petit à petit disparaître au profit de Brevo, ce qui est logique, mais qui était donc très positionné sur les grandes entreprises. Et c'est le sens de l'histoire pour Brevo. C'est que Brevo va garder son expertise sur les artisans, les PME, mais le but du jeu et l'évolution naturelle, c'est d'aller vers des clients qui sont de plus en plus gros. Et c'est le mouvement qui se passe chez Brevo depuis 5 ans, on va dire 5-6 ans. Captain Wallet est arrivé au milieu de ça avait déjà commencé. Et on s'est retrouvé donc à devoir insuffler un peu un enjeu de répondre à l'enjeu, comment faire en sorte que les équipes sales qui existent aujourd'hui, qui sont principalement nourries, enfin même totalement à l'inbound,
Donc vraiment aux prospects entrant via le site. Parce que quand même, c'est la partie donc on appelle enterprise, mais mid-market, si tu veux, de Brevo aujourd'hui. Elle a commencé, et les 4 premières années, c'était 100% du business qui rentrait en inbound. Donc c'était 20 à 25 millions. Ouais, c'était un luxe incroyable. 20 à 25 millions d'ARR qui sont rentrés en inbound. Tu vois, c'est quand même c'est très rare sur le marché, quoi. Complètement. Voilà, mais tu peux pas vivre que sur l'inbound. Et donc, petit à petit, il faut pouvoir te diversifier. Et particulièrement quand tu remontes up market, tu dois vraiment aller chercher un peu plus tes clients, construire une crédibilité, provoquer le besoin, s'assurer qu'il n'y ait pas un besoin parce qu'ils ne vont pas t'attendre pour y aller, etc. Donc, il y avait plein d'enjeux, évidemment, d'image, de marque plus large, mais aussi au niveau vraiment de l'équipe sales, de pouvoir leur insuffler un peu une mentalité un peu plus donc outbound. Désolé pour les anglicismes, mais nos métiers en sont truffés. Mais donc, une mentalité voilà, d'aller chercher le client, de ne pas prendre un non pour un non. Un non, c'est une première étape dans une discussion. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'inbound. Quand tu es habitué à être nourri à l'inbound, c'est un client qui vient, qui est déjà un peu plus chaud, qui a déjà une volonté, qui a déjà probablement un peu visualisé ce qu'il allait faire avec toi. Donc, la vente est un peu plus transactionnelle, un peu plus rapide, un peu plus facile d'une certaine manière. Complètement. Et donc, c'est une école sales, on va dire, qui est parcellaire. Tu as vraiment besoin, quand tu es un vendeur aujourd'hui, d'être en capacité d'aller provoquer le besoin, mettre de l'urgence, comprendre quel est l'événement qui va faire que ça va changer, quel est le manque à gagner de ne pas travailler avec toi versus quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, c'est quand même toute une série de compétences qui n'étaient pas forcément présentes chez Brevo à cette époque-là, et qui devenaient de plus en plus nécessaires parce que le produit évoluait, le produit évoluant et devenant de plus en plus complexe. Forcément, on était en capacité de parler à des clients qui avaient des besoins un peu plus complexes, qui étaient plus gros et qui devenaient donc beaucoup plus réceptifs à des vendeurs qui étaient un petit peu plus sophistiqués dans leur approche. Donc ça, c'était le premier truc. C'est toujours en fait, c'est un chantier permanent déjà, parce qu'en fait, ça correspond beaucoup à comment tu arrives à motiver tes équipes, à les pousser toujours plus loin et à pas s'arrêter à un univers qui est peut-être pas forcément toujours, qui va pas forcément toujours dans ton sens, donc qui peut être contradictoire. Donc ça, c'est une motivation permanente. Mais voilà, lancer l'outbound, faire de faire du call, faire un peu plus ce qu'on appelle de l'outreach chez nous. C'est-à-dire vraiment, c'est entre l'inbound et l'outbound. L'outreach, c'est la partie où tu as un intent, quelqu'un qui veut... tu as repéré qu'il pouvait avoir un intent, ou tu as repéré que c'était une entreprise qui pouvait bien correspondre à ton ICP. Et du coup, tu vas la chercher, quoi. Tu vas vraiment essayer de faire en sorte de la faire venir dans ton pipe. Donc je dirais que ça, c'était le plus gros sujet. Et je pense que c'est pour ça que j'étais un peu légitime pour être dans cette position chez Brevo à ce moment-là, parce que c'était vraiment le besoin de Brevo. Et puis après, on a eu d'autres challenges qui ont été de travailler un peu à la proposition de valeur de Brevo. Quand ton produit change, tout ce que tu peux faire, forcément, tu dois... il faut mettre des mots dessus sur ce que tu es en capacité de vendre, en quoi ça correspond à une réalité, à un besoin client. Il y a eu des besoins géographiques, il y a eu des besoins d'adaptation de l'offre. Je pourrais les détailler si tu veux, mais il y a eu plein de besoins très différents. Mais je dirais vraiment le premier truc, c'était ça, changer un peu le mindset et organiser l'équipe un petit peu plus vers une démarche outbound. Ok, hyper clair. Et donc, alors toi, tu as pris ce rôle-là donc, pour ta compétence à aller chercher des clients qui sont plus gros. Et donc, il y a une vraie corrélation entre la mise en place de l'outbound et le fait d'aller chercher des clients qui sont plus gros. Tu as parlé notamment d'équipe, de changement de mindset, parce que tu avais des sales qui étaient 100% inbound, maintenant il faut les faire passer à outbound. Comment est-ce que tu as géré cette transition-là ? Est-ce que c'est passé par le recrutement de nouveaux talents ? Est-ce que tu as réussi à embarquer les équipes inbound et les faire changer de mentalité pour qu'ils prennent ce mindset outbound ? Comment tu as géré ça ? Parce que c'est quand même un gros chantier. Ouais, c'est un gros chantier. C'est un chantier qui n'est pas facile, parce que changer l'état d'esprit... d'une équipe, c'est pas évident, ça prend du temps. T'as pas tout le temps le temps,
parce qu'on a forcément Pressé. des contraintes voilà, d'objectifs, de performance, etc. Donc voilà, il faut un peu ménager tout ça. Donc c'est un peu dans ce que tu disais, c'est un peu tout en fait. T'as une moi, je considère que une entreprise, dans ce qu'elle a de plus beau dans sa mission, c'est de pouvoir faire évoluer les gens. Donc, dès que tu as de la promotion interne, dès que tu as quelqu'un qui fait quelque chose, mais que tu sens que tu peux l'amener vers quelque chose, vers une autre réalité, vers le fait qu'elle puisse se réaliser un peu mieux, c'est la plus belle mission de l'entreprise. Donc, on a beaucoup focalisé là-dessus, en essayant, avec les personnes qui étaient là, de pouvoir les faire grandir dans ce sens-là. Donc, il y a eu beaucoup de formations, beaucoup de sensibilisation sur ces sujets-là. Et puis après, il y a des gens qui sont réceptifs à ça et d'autres qui le sont moins. Donc, oui, forcément, il y a des gens qui ne sont pas restés parce que ça correspondait moins à leurs compétences. Parce qu'en fait, d'ailleurs, chez certaines personnes, elles se sont pas réalisées, en fait, elles ont réalisé qu'elles n'étaient pas forcément sales. Avec l'âme de chasse, quoi. Avec l'âme de chasse, en fait. Quand tu chasses pas, c'est quand même... non, si tu n'as jamais chassé de ta vie et qu'en fait, tu es dans une position où tu ne fais que recevoir des leads et les signer, c'est quand même pas du tout la même chose que devoir créer ton propre pipe et le faire aboutir. Et ça, c'est quand même un changement assez important qu'il y a eu chez Brevo. Il y a des gens qui sont reconnus dedans et qui sont épanouis dedans et d'autres moins. Donc voilà, on a tout fait pour faire en sorte que les personnes qui étaient là puissent se réaliser dans un peu cette nouvelle configuration. Et puis après, il y a du recrutement extérieur, bien sûr, des gens que nous sommes allés chercher qui sont issus de cette culture et qui ont apporté cette culture chez Brevo. Donc, bon, ça passe par les gens, principalement. C'est vraiment la personnalité de chacun qui amène, chacun amène sa petite pierre. C'est très cliché de dire ça, mais c'est vrai, en fait. Tu construis vraiment le truc que comme ça. Donc, petit à petit, les équipes se sont renouvelées et formées comme ça. Après, il y a pas mal de formations, de coaching, qui aident aussi du coup à déterminer aussi les gens. Est-ce qu'ils sont vraiment à l'aise sur ce format-là ou pas. Puis après, il y a eu de l'organisation. J'ai fait 2 réorganisations principales. La première, c'était en fonction de la géographie. Et en fait, plus tu montes... Donc avant, on avait une organisation qui était assez transversale en termes de géographie. Donc il y avait un pool d'équipes qui gérait de façon assez indifférente. Donc la partie vraiment qui générait les leads, donc SDR, BDR, qui générait les leads un peu sans distinction des pays. Il y avait des sous-distinctions, mais c'était une grande équipe. Et en fait, quand tu commences... Grande équipe tous à Paris ? Ouais, principalement à Paris. Okay. Non, il y avait, c'était l'époque sortie de Covid aussi, donc c'était très quand même. Il y avait aussi pas mal de gens qui étaient en remote. C'est beaucoup moins le cas. Je sais que Brevo est pas du tout. Enfin, c'est un mouvement global. Et d'ailleurs, ça, c'est un des derniers. Une des dernières choses qui s'est passée chez Brevo, c'est qu'on a demandé beaucoup, on recrute beaucoup de gens qui sont à Paris. Vous faites revenir les gens à Paris, là où vous étiez sur une politique quand même du télétravail assez forte. Assez forte. Okay. Bon, là, il y a quand même la plupart des gens qu'on recrute aujourd'hui, c'est vraiment, sauf cas exceptionnel, ils ne sont pas basés à Paris. Okay. Donc, le bureau est devenu vraiment au centre du jeu, que ce soit pour les sales, mais aussi pour les CSM, enfin, pas que pour les sales. T'en avais un peu à l'étranger déjà ? Oui, mais avec et j'en ai toujours, mais ça, c'est juste sur la tendance dans le recrutement, ça a tendance à se réduire. Donc il y a un premier changement qui s'est fait géographique, et donc là on a vraiment splitté. J'ai cherché le mot en français, mais on a séparé les équipes même si j'aime pas trop le terme. Mais on les a localisées, on va dire. Voilà. On les a localisées, et parce que notamment quand tu montes, quand tu essaies d'aller up market, donc d'aller vers des comptes un peu plus gros, c'est pas le même marché, et donc du coup le marché est un peu moins important, donc c'est important d'avoir une bonne culture locale. Que ça soit au niveau des boîtes avec lesquelles tu travailles, des solutions locales, au niveau des personnes aussi qui travaillent dans les entreprises auxquelles tu vends. Il y a des mercatos. Tu sais que Michel est passé de A à Z et que tu connais Michel, donc c'est super d'avoir le contact déjà avec lui, l'entreprise d'avant. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se brouiller avec les personnes d'une manière générale, mais encore moins quand tu as perdu un deal. Il ne faut jamais être mauvais perdant, parce que tu peux croiser les personnes, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Et
Donc, organisation locale, et notamment pour avoir des BDR qui travaillent vraiment en local, des AE qui travaillent en local et qui ont donc la capacité à avoir une lecture du marché, une expertise du marché plus importante. Ça, c'était assez clé. Donc, on a organisé par pays. Donc, l'Allemagne, un gros focus pour nous. La France, évidemment, parce qu'on vient de là. Les US. Et après, un peu le fourre-tout qui existe dans toutes les boîtes, Rest of World. Voilà. Mais qui devient un peu moins fourre-tout parce qu'en fait, c'est la partie où c'est la région. D'ailleurs, c'est la plus grosse région en termes de traction, puisque forcément, elle est grosse avec la France. Et qui a, mais voilà, sur laquelle on arrive à lire en fait les marchés qui sont les plus importants. On commence à la scinder elle aussi en plusieurs parties, en isolant des régions qui sont plus importantes pour nous. Ça, c'est la première réforme importante qu'on a dû mener. Et juste pour rester sur ce point-là, du coup, quand tu dis que tu mets des forces commerciales dans certains pays, c'est l'inbound du coup qui te permet de dire ok, il y a pas mal d'intérêt dans cette région-là, je mets une équipe. Oui. Alors, on a cette chance d'avoir l'inbound qui te donne quand même des indications, des tendances. Donc effectivement, là tu vois qu'il y a un frémissement, que tu as plus de volume sur sur tel ou tel pays. Après, tu analyses tout le funnel. Parce que tu peux avoir beaucoup de volume sur certains pays, mais des taux de conversion qui sont pourris, où finalement tu perds du temps. Donc voilà, il faut analyser tout le funnel évidemment. Mais oui, nous, on a cette chance d'avoir l'inbound qui nous donne quand même des petits indicateurs pour savoir où est-ce qu'on a envie de focaliser nos efforts. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Donc, réforme géo. Et après, une autre réforme qu'on a menée il y a très peu de temps, qui était encore plus structurelle, sur l'offre donc on appelle Enterprise. C'est un peu un abus de langage, mais c'est pour le différencier de self-service. Donc, qui est plus mid-market et mid-market plus, parce qu'on va chercher quand même des entreprises qui sont assez grosses, qui vont jusqu'à 1 milliard, on va dire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc des entreprises avec des besoins complexes, pas mal de points de vente, qui sont quand même... c'est la plupart du marché en fait aujourd'hui. Ouais. En gros, ce qu'on va pas chercher encore aujourd'hui, en tout cas dans leur totalité, ça va être du CAC 40 ou du SBF 120 et encore, il y a peut-être des boîtes qu'on va chercher là-dedans. Donc ça reste beaucoup d'entreprises chez lesquelles on peut aller proposer notre service. Et en fait, entre ce qui sort du self-service et cette typologie de boîte, le marché est absolument immense. Ouais. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec une seule offre pour toutes ces boîtes-là. Et donc, des équipes sales qui avaient des pipes qui étaient complètement explosées en volume et aussi en typologie de deal. Et donc, du coup, ils étaient beaucoup moins efficaces. Et ça, on l'a appris, on l'a vu en fait au fur et à mesure se former. Et on avait donc des vendeurs qui se retrouvaient avec des petits deals qui signaient pour, 1000 euros de 800, 1000 euros de 800 ou 1000 euros de MRR, et puis d'autres qui allaient chercher des deals à 15, 20, 1000 euros de MRR. Donc c'est pas les mêmes compétences, c'est pas du tout les mêmes deals, c'est pas la même rapidité, enfin ça n'a vraiment rien à voir quoi. Complètement. Du coup le gros changement qu'on a fait, c'est qu'on a encore une fois scindé l'offre. On a créé une nouvelle offre qui était l'offre qui est devenue l'offre intermédiaire entre le self-service et l'enterprise, et qui est l'offre pro en fait aujourd'hui. Okay. Et ça a un énorme impact en fait en termes d'offres évidemment pour les clients, mais ça a un énorme impact aussi pour l'organisation des vendeurs, mais aussi des CSM, du marketing. Enfin, c'est un impact absolument partout dans toute la boîte. Et donc, quand on vient sur la partie sales en particulier, c'est le sujet qui nous intéresse, on a une organisation avec sur l'offre pro, donc plus mid-market, donc des deals qui sont plus véloces, plus rapides, des ARR qui sont moins importants, des équipes de vendeurs qui sont, comme on dit, désolé encore pour l'anglicisme, mais qui sont full sales cycle, donc qui s'occupent de tout le cycle de vente. Donc, ils prennent tout l'inbound qui rentre, c'est eux qui le qualifient, ils font aussi un peu d'outreach, donc ils vont, s'ils ont besoin, si l'inbound n'est pas assez important. L'inbound représente 50-60% encore. Quand même, et pour garder cette mentalité que tu as voulu mettre en place aussi, d'aller chercher ses deals, créer son pipe constamment. Exactement, hyper important d'aller chercher soi-même ces deals. Donc eux, ils sont vraiment très exposés à ça, parce que du coup, ils créent leur propre pipe donc ce qu'on appelle nous de SQO, quoi. Enfin, c'est pas très original. Et ils créent leurs propres opportunités, ils les signent. Et
qui est très différent de ceux qui sont en enterprise, où là, tu as des vendeurs qui sont spécialisés vraiment sur le closing, avec une équipe à côté de BDR. Ils bossent en couple. Donc BDR, ils vont vraiment à froid chercher, pas qu'à froid, mais beaucoup à froid, chercher des clients. Là, tu as créé des binômes? Ouais, là, j'ai créé des trinômes, en fait. Donc, 2 AE et 1 BDR. Ok. Mais malgré ça, j'ai quand même aussi fait en sorte que les sales créent aussi leur propre pipe en parallèle. Hyper important qu'ils aillent aussi chasser. Ce qui est assez nouveau hein, chez Brevo. C'est pas quelque chose qu'on faisait. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on faisait pas chez Captain Wallet même avant. Les AE étaient vraiment spécialisés sur le closing. On avait vraiment une équipe de BDR. Mais on arrive toujours quand même à une conclusion. C'est quand même super important de te créer ton propre pipe à un moment, d'aller vraiment jusqu'au bout et donc d'être un sales depuis le début. Quand tu es sales, tu dois pas avoir peur d'aller prospecter. Entre guillemets, c'est pas normal que tu aies peur de prospecter. T'aimes pas, quoi. Non, ça doit faire partie de l'instinct du sales. Je trouve que quand tu recrutes et que tu es un manager, c'est important d'évaluer ça, de voir ça, quoi. Je suis d'accord. Même lorsqu'on est encore dans la période où on est full inbound, c'est directement d'aller chercher aussi ces skills-là chez les sales pour s'assurer que le jour où tu as un inbound qui est un peu moins fort, en fait, ton équipe, elle est déjà prête à aller chasser. Carrément. Ça, c'est hyper clé. Donc, voilà, et d'ailleurs, quand tu recrutes d'une manière générale, c'est pas facile de capter ça. Nous, on essaie, mais de comprendre quel est l'état d'esprit de la personne que tu as en face de toi. Est-ce que, entre guillemets, tu as vraiment un sales, c'est-à-dire quelqu'un qui aime aller convaincre, qui aime aller prendre des portes sur les doigts, et qui n'a pas peur de ça, qui lâche pas, quoi. C'est hyper clé. Et en fait, ça fait 70% du boulot. Bon, il y a plein d'autres trucs, hein, évidemment, mais ça, c'est quand même vraiment le fondamental. Et c'est dur, en fait, à capter dans un entretien, parce que tu peux évidemment te faire un petit peu embarquer. Donc voilà, tu as cette organisation qui s'est créée entre ceux qui sont vraiment des accounts exécutifs, qui sont habitués à des cycles de vente qui sont beaucoup plus longs, un peu plus politiques, parce qu'il faut avoir plusieurs personnes à qui parler. Il y a des systèmes de validation qui sont beaucoup plus longs. Le produit est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond. Il implique beaucoup de data. Notamment, donc dès que tu commences à toucher à la data, tu rentres dans les tuyaux. Donc quand tu rentres dans les tuyaux, tu rentres dans la technique, tu rentres dans la sécurité, tu rentres dans beaucoup d'aspects qui sont très lourds. Et à contrario, tu as une équipe qui, elle, a un autre enjeu. C'est pas plus facile forcément d'être dans l'autre équipe. C'est pas forcément plus junior, plus senior. Évidemment, dans l'évolution des sales chez nous, tu commences par être AE Pro et puis après tu vas devenir AE Enterprise. Donc évidemment, il y a une dimension de seniorité parce que il y a une forme de maturité qui est plus importante à avoir quand tu es sur l'enterprise. Mais néanmoins, les challenges qu'il y a à avoir quand tu es AE Pro, c'est qu'il faut gérer beaucoup de volume, il faut disqualifier rapidement, tu dois tenir ton rythme de signature, il faut que ton pipe soit toujours frais. Enfin, c'est aussi d'autres enjeux, c'est très intense, quoi. Il faut que ton haut de funnel soit toujours très très garni. Le site te donne pas tout le temps tout ce que tu veux, que ce soit en quantité ou en qualité. Donc il faut aller chercher toi-même aussi. Il faut avoir quand même cette lecture de ton pipe. Donc c'est très dynamique, c'est un vrai enjeu et c'est stimulant. Je trouve ça hyper excitant, c'est assez stimulant. Et d'ailleurs les équipes, je trouve, qui le font. Nous, tu vois, on a quand on avait cette équipe-là qui était indissocié en fait entre ces typologies de deal et de vente, il y a quelques accounts exécutifs qui sont passés d'enterprise à pro. Okay. Et c'était un enjeu, tu vois, de se dire est-ce qu'ils vont apprécier, est-ce que peut-être qu'ils vont me prendre mal et tout. Et on a eu des discussions et compréhensibles, tu vois, avec certains et certaines d'entre eux. Et aujourd'hui, c'est marrant de voir qu'ils sont super contents. Enfin, il me semble, ils sont super contents, tu vois, dans ce poste-là. Ça leur va bien et tout. Ça veut pas dire qu'ils vont y rester, mais ils se sont pris aussi au jeu de cette nouvelle typologie de deal qui existe chez Brevo et qui est en plus une offre qui évolue constamment, qui va évoluer. On se rend compte qu'on peut aller chercher des clients avec cette offre un peu plus petite, des clients un peu plus gros. Voilà, c'est très stimulant. Et sur la partie enterprise, c'est marrant, on a ouvert, tu vois, on signe de plus en plus des deals qui font 15-20 cas de MRR, des trucs qu'on faisait jamais. Avant, c'était exceptionnel. Maintenant, c'est
c'est très régulier. On est sur des RFP en permanence. On est devenu vraiment identifié sur le marché. Et c'est cool, c'est ce qu'on voulait, quoi. C'est une belle réussite. Ouais, c'est super. Ça évolue dans le sens qu'on veut, avec des challenges évidemment, Bien sûr. et notamment ce changement permanent. Mais ça évolue dans le bon sens, ouais. Ok, bah écoute, félicitations. Je pense que tu as rempli ta feuille de route. Pour l'instant. Dans le cadre d'une levée, là, vous avez quand même fait une levée qui est ultra conséquente, qui est une des plus grosses de la French Tech, qui a eu lieu en 2025, qui vous permet aujourd'hui d'asseoir que vous êtes une licorne. Comment est-ce que ça se prépare côté sales, tu vois, une levée comme celle-ci? Une levée, ça se prépare toujours, mais une levée comme celle-ci encore plus. Sur quoi tu as été challengé? Quel KPI tu as dû regarder de près, que tu as dû peut-être optimiser? Comment on se prépare à une étape comme celle-ci? Alors c'est pas vraiment une levée, c'est un tour de table. Bon, c'est c'est un tour de table. Donc, mais bon, la finalité, c'est que voilà, tu as une boîte qui est valorisée, qui a ce statut de licorne. Donc bon, statut de licorne, il fait toujours un peu jaser, etc. C'est pas vraiment une quête, je pense, absolue Je me doute. de Brévo. Tu vois, moi, j'étais limite plus fier à une époque d'être. Donc, tu as un autre statut qui est Centaure, mais qui est beaucoup moins marketé ou valorisé aujourd'hui. Alors que je trouve qu'en fait, c'est plus beau d'être un Centaure que d'être une licorne. Parce qu'un Centaure, en fait, c'est quand tu dépasses tes 100 millions d'ARR et que tu es rentable. Et je pense que le marché s'est bien rendu compte aujourd'hui que la croissance, et juste la croissance, ça ne menait pas là où tout le monde pouvait espérer. Donc la rentabilité, pouvoir gagner ton propre argent, le réinvestir, c'est ça quand même la clé et les fondamentaux d'une boîte qui marche bien. Moi, je me souviens, j'étais quand même plus fier quand Brévo est devenu un Centaure. Et d'ailleurs, à une moindre échelle, quand Captain Wallet, nous, quand on l'a vendu, c'était une boîte qui faisait 30 à 40% d'EBITDA. On était super fiers de ça. Et je le dis d'autant plus avec le recul que c'était avec Alexandre Plichon, donc fondateur de Captain Wallet, mon associé. On a vachement eu ce débat. Ok, vas-y, on lève, on y va, on est à fond sur la croissance. Et moi, j'étais vachement de cette école-là. Tu vois, c'était dans les années 2017, 2018. Ouais, surtout à cette période. On n'entendait pas trop parler de rentabilité. Pas du tout, tu vois. Et on jurait que par ça. Et lui, tu vois, il me disait tout le temps, non mais attends, ça n'a aucun sens. Moi, je suis les deux pieds sur terre. Il faut qu'on gagne de l'argent. Je lève pas un truc pour et moi j'étais pas de cette école, tu vois. Et en fait c'est lui qui a eu carrément raison et ça nous a beaucoup aidé quelques années plus tard. Et donc voilà, donc je dis avec une fierté d'autant plus mesurée que c'est pas forcément moi qui ai tenu ce discours-là pendant quelques années. Et voilà, donc Brévo a passé ce statut de licorne, donc c'est super. Ça te valorise, je veux dire, en termes de crédibilité, en tout cas énormément. Et puis bon, voilà, ça veut dire aussi quand même quelque chose. Ça veut dire que tu as la confiance d'investisseurs à des hauteurs effectivement qui sont extrêmement importantes et qui vont nous aider à grossir, à aller chercher un objectif qui est hyper ambitieux de 1 milliard d'ARR en 2030. Voilà, donc c'est le chemin va être ardu, mais ça veut dire que voilà, tu as la confiance du marché pour le faire. Donc ça c'est génial. Comment ça se prépare? On a été accompagné par un cabinet en amont de la levée. Okay. Donc qui est allé voilà un peu. Tu la connais hyper bien, ta boîte, mais c'est quand même pas mal d'avoir un regard extérieur qui va te dire, OK, là et là, ça marche bien, et là, ça marche un peu moins bien. Donc, il faut que tu appuies un petit peu plus sur tel ou tel élément. Donc, ça a été assez... en fait, ça ne nous a pas révélé des trucs. Ça nous a juste confirmé des points qu'on connaissait, qu'on savait, ou ça nous a remis sur la table des indicateurs qu'on regardait, mais d'un peu trop loin peut-être, et qu'il fallait regarder un petit peu plus près ou de façon un petit peu plus régulière. Donc, tu as les trucs classiques, donc tu as les trucs plus généraux sur ta boîte qui sont, tu sais, le fameux magic number. Donc, ça montre à quel point tu es rentable, c'est-à-dire ce que tu gagnes versus ce que tu dépenses. Enfin, c'est pas exactement ça, mais ça te permet de voir en termes de dépenses, marketing et sales sur un trimestre par rapport à ce que tu vas vraiment gagner sur une année. Donc, c'est un peu ça le ratio. Et
Et donc voilà, tu permets de te positionner un petit peu par rapport à ça. Donc c'est des chiffres et des indicateurs que tu suis. Si tu regardes un peu ton CAC payback, donc c'est combien en fait tu gagnes sur ce que tu as dépensé, ton CAC sur LTV, sur combien de temps tu gagnes de l'argent, etc., etc. Et du coup, ça, donc, c'est des choses que tu regardes. Est-ce qu'on les a regardées dans cette phase qui était plutôt une phase de croissance sur la partie enterprise de Brevo, puisque c'était quelque chose d'assez récent. On les regardait, mais pas forcément aussi strictement qu'on le devait. Donc ça nous a remis un peu le pied à l'étrier là-dessus. Puis voilà, quand ça vient sur les sales, ça, on regardait de façon quand même plus précise, tu vois, au jour le jour forcément. Donc tu vas regarder ton win rate forcément, que tu vas monitorer en permanence. Donc ça, tu vois, on l'avait quand même bien dans le radar. Tu regardes ton time to close, donc le temps que tu mets à closer des deals. Donc là, c'était très compliqué parce qu'on était à l'époque où on avait cette offre qui était indiscernée en fait entre les petits deals et les gros deals. Et donc du coup, ça variait vachement d'une offre à une autre. Donc on devait en fait, si tu veux, essayer de couper notre base de données en plein de différents, enfin en 3 morceaux différents pour les analyser, pour que ça ait du sens. Tu regardais aussi forcément un truc qu'on regardait pas trop, mais on a été finalement on n'était pas mauvais dessus. C'était le quota to OTI, donc c'est Oui. le quota qu'ont tes sales par rapport à ce que tu les payes, quoi. Donc ça voilà, c'est pas un truc que je pilotais, Vous tu regardiez vois, pas trop, ok. de façon, enfin tu vois, tu le regardais mais un peu de loin, quoi. Est-ce que maintenant on le monitore de Ouais, dans façon les grandes masses, beaucoup plus rationnelle et précise, etc. Mais donc on avait des plutôt bons ratios. Donc en gros, si voilà, quelqu'un était payé 100K, il fallait qu'il rapporte au moins 700 ou 800K. Ouais, vous aviez un ratio de x7, x8 Ouais, voilà, c'était entre 5 et 7, tu vois. Donc, Ok. Intéressant. on était bien. Ouais. C'est le bon ratio à avoir. Sur les win rates, on avait, voilà, donc ils étaient très variables, tu vois, d'une typologie de deal à une autre. Mais tu vois, typiquement, ils étaient trop faibles sur les petits deals parce que l'offre n'était pas forcément adaptée. Voilà, en faisant la nouvelle offre, ils sont tout de suite remontés à des ratios qui sont beaucoup plus standards sur le marché, qui sont sur cette typologie de deal, tu vois, autour de 30% de win rate, donc c'est un super win rate. Et par contre, sur les gros deals, tu es plutôt autour de 15-20%. Quand tu es autour de 15-20% de win rate, là, tu es bien, c'est là où on est aujourd'hui, on est même un petit peu plus au-dessus. Et ça nous a permis d'avoir une lecture un petit peu plus précise. Donc, tu arrives quand même à ce moment où tu rencontres des investisseurs. On était quand même assez carré sur les chiffres, sur là où on en était. Le gros enjeu pour nous, c'était d'augmenter l'efficacité, de sortir un petit peu de la période de croissance et d'exploration un peu dans laquelle on était, du grand compte. Ouais. Et voilà, on est sorti de cette phase-là, c'était le moment d'en sortir, et maintenant on drive une organisation qui est beaucoup plus efficace que ce qu'elle était. Ça fait 2 ans que je suis sur le poste. On a augmenté les effectifs de 20%, mais on a augmenté le booking de 60%. Tu vois. Donc, c'est un ratio qui est intéressant à suivre, où là, tu vois que ton équipe est beaucoup plus efficace. Et donc, c'est toutes ces initiatives de réorganisation, de mettre les personnes au bon endroit, de vraiment piloter tel ou tel KPI en fonction de telle typologie d'offre, en fonction de telle typologie d'équipe, qui fait que tu deviens plus efficace. Mais bon, quand tu es sales, ça reste quand même fondamentalement toujours les mêmes, et tu peux le prendre dans le sens du funnel. J'ai déjà dit ailleurs, mais je le dis parce que je le dis tout le temps à mes équipes, la clé, c'est le haut de funnel. Donc tu commences par ça, c'est quelle est la couverture de ton pipe, qui doit être x3 au minimum quand tu es du SMB mid-market. Plus tu montes, plus ton pipe coverage, comme on dit, doit être plus important. Mais ça va être au minimum de 3. Évidemment, plus tu arrives près de l'échéance de ton trimestre ou de ton mois, forcément il diminue. Mais tu dois commencer avec ça. Et puis après, tu descends le funnel. Tu vois, quel est ton taux de conversion d'un lead à SQO? Quand il est SQO, c'est quoi ton taux de conversion sur le win rate? Combien de temps tu le mets à le closer? Donc ça, rien de rocket science, quoi. Il faut vraiment juste bien suivre ce funnel et pas se concentrer sur les mauvais sur les mauvais KPI. À la fin du faut quand même
regarder ton ARR par account exécutive. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je faisais pas assez. Je me rendais compte que je suivais pas assez les gens de façon personnelle. C'est-à-dire vraiment les performances personnelles au global. C'est-à-dire que c'est pas que j'avais pas d'attention auprès des personnes. Je pense que je les suivais plutôt assez bien. Bon, quand tu as 60 personnes à l'équipe, c'est pas possible, mais voilà, tu sais quand même en gros ce qui se passe. Mais vraiment se focaliser sur vraiment bien regarder les chiffres par personne et surtout le funnel, c'est hyper clé. Donc voilà, ça se fait par du management aussi. Il faut que tu aies les bons managers dans ton équipe qui vraiment aussi soient bien orientés sur ce qu'il faut regarder. Ouais, donc mettre en place une bonne culture data-driven, c'est quand même game changer. Tu vois, quand tu dis c'est pas rocket science, je suis d'accord avec toi. Non, mais je dis ça, mais c'est pas évident non plus. Exactement. C'est vrai, hein. Avoir la bonne data, savoir comment l'analyser, et tu peux vite t'éparpiller un peu sur tout type de data et être focus. Mais très intéressant de voir tous les KPI qui ont été clés pour vous. Et en fait, ce qu'on retient et ce qu'on voit, c'est que les gros chantiers que tu as mis en place, les grosses restructurations que tu as faites, c'est aussi ça qui a permis d'optimiser ces KPI et vous permettre d'avoir une bonne vision sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on va demain. Mais je reviens sur c'est pas rocket science, c'est pas évident à faire effectivement, d'autant voilà, il y a deux trucs. Il y a la data, c'est hyper important, etc. Et c'est pas facile d'avoir de la bonne data. Pourquoi ? Parce que en fait, le vrai problème de la data réside non pas dans les outils, les modèles, les dashboards ou tout ce que tu veux, ça réside dans le management, beaucoup. Moi, c'est ce que je dis souvent. Et notamment chez les sales, c'est la compréhension qu'ils ont et la capacité à bien remplir un CRM. Et donc, leur faire comprendre que en fait, ça leur apporte beaucoup de bien remplir un CRM, de faire en sorte de l'autre côté de ne pas en faire un espèce d'outil kafkaïen hyper compliqué où ils passent beaucoup de temps. En fait, c'est super compliqué. C'est clair. Donc ça met du temps. Trouver cet équilibre. Et on travaille tout le temps à ça, en fait. Donc, nous, je veux dire, on échange beaucoup de temps là-dessus, malheureusement, parce que tu n'es pas focalisé uniquement sur le business et on devrait... tu as toujours envie d'être focalisé uniquement sur le business, évidemment. Mais quand tu as ce rôle de responsabilité, tu passes un peu de temps là-dessus. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer d'en passer le moins de temps possible pour se focaliser sur vraiment le business. Et donc, je reviens à mon deuxième point qui est data, super important. Mais attention, il faut regarder les choses une à une, il faut écouter les calls, pas juste faire tu vois, de l'analyse. Du chiffre. En fait, il ne faut pas faire que du quantitatif. Il y a aussi une grosse partie de qualité. Et même quand tu as autant de volume que nous, tu vois, on signait 5 ou 600 deals par an sur la partie enterprise. Et là, on en signe beaucoup plus avec l'offre pro. Donc, tu as beaucoup de deals. C'est hyper important d'avoir cette approche qualité. Donc, c'est pour ça que la partie managériale, donc avoir tes bonnes équipes, c'est des bons rideaux en fait, qui vont vraiment s'occuper de tes individuels contributeurs. C'est super clé parce que cette partie qualitative, elle est au moins aussi importante que la partie purement chiffre. Donc, il faut passer du temps à faire ça avec les clients et avec tes équipes, à écouter vraiment ce qu'ils font et à comprendre, quoi. Ça me fait une super transition pour notre dernier sujet sur l'IA. Ouais, justement, cette partie-là qualitative. Ouais, exactement, il faut en parler maintenant. Justement, sur cette partie qualitative, management, toi, tu utilises l'IA. Comment tu l'utilises et quelle est ta vision de l'IA demain et même aujourd'hui au sein des équipes sales et notamment en tant que manager? Alors, il y a des champions de l'IA chez Brevo. Génial. Qui nous font beaucoup grandir, évoluer tous les jours parce que voilà, ça va évidemment tellement vite que voilà, soit tu geeks vraiment sur le truc et tu arrives à suivre et tu comprends ce qui se passe. Soit, en fait, dès que tu décroches un peu, tu as l'impression d'être complètement largué, quoi. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir des gens chez toi qui ont quand même, tu vois, ce regard régulier sur le sujet qui permettent de mettre à jour un peu tes connaissances. Donc ça, c'est vraiment important chez nous d'avoir ces personnes-là. On utilise évidemment plein d'outils avec de l'IA.
que ce soit Gong pour écouter, donc c'est pour écouter les calls, mais bon, ça les résume, ça te permet d'identifier des moments en particulier, ça te permet de faire beaucoup de choses. Et ça aide autant ton sales que son manager? Ouais, ça aide vraiment tout le monde, quoi. C'est hyper utile. On fait aussi nos forecasts sur Gong, etc. Il y a la partie... il y a une solution française qu'on utilise beaucoup qui s'appelle Dust. Ouais. Donc où chacun peut se créer en fait son propre agent ou ses propres agents qui vont l'aider sur une tâche bien particulière. Donc en fait on a des dizaines, peut-être des centaines même d'agents dans Dust aujourd'hui et qui sont hyper utiles chez Brevo, que ce soit pour aller chercher un client dans la base de données, parce que notre base de données est tellement énorme. Quand tu as besoin d'un use case bien particulier, bah, tu vas aller chercher, Dust va t'aider à faire ça, Dust va t'aider à rédiger tes séquences, Dust va t'aider à préparer un rendez-vous, mais avec une sophistication qui est vraiment qui est hallucinante, quoi. C'est vraiment, on a des sales augmentés, quoi, aujourd'hui grâce à ça, c'est vraiment fou. Donc ça nous aide beaucoup, et puis même moi dans l'évaluation ça m'a beaucoup aidé. Il y a un modèle qu'on utilise notamment et qu'on couple avec Gong, où tu vois on charge dans Dust, on a créé un agent qui lui est hyper un agent Spiced qui est un des formats, un des modèles, un des standards si tu veux de vente comme Medic, etc. Donc nous on utilise Spiced et Medic, donc là on a mis un agent Spiced, on a l'agent Medic aussi, et on charge une dizaine de calls d'un account exécutive dans cet agent Dust, et il va évaluer en fonction de chaque lettre du framework, il va évaluer si sur ces 10 calls, l'account exécutif s'est bien débrouillé sur ces étapes en fait, du deal. Ça donne une note par lettre, ça donne une note générale, et puis après ça donne un plan d'action, ça met en avant les moments précis des calls sur lesquels en fait l'account exécutive a super bien performé ou pas bien performé, et du coup en fait c'est un élément de travail avec l'account exécutif qui est hyper puissant. Ouais, la puissance est Toi, énorme. ça te fait gagner beaucoup de temps, mais ça te fait spotter des endroits qui sont très précis. Et donc, du coup, tu travailles avec l'AI en disant, bah voilà, moi, avec l'analyse que j'ai eue de cet agent, en fait, je me rends compte que sur tel call, tu as hyper bien fait ça. Donc ça, c'est top. Je sais pas, est-ce que ça te dérange qu'on le communique à l'équipe pour que tu vois, ils puissent s'en inspirer. Là, par contre, non, ça s'est pas bien passé, etc. Attention, il faut que tu bosses là-dessus. Comment on peut bosser là-dessus? Voilà un plan d'action, etc. Franchement, c'est en fait, tu gagnes un temps absolument fou. génial. Tu vas directement à l'essentiel et c'est très puissant. Parti, quoi. Il y a une autre partie qui est... donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant dans l'accompagnement des équipes, dans la productivité, etc. Après, moi, il y a un autre truc qui me gonfle un peu avec l'IA, c'est que du coup, tout le monde est capable de pondre des plans d'action et des plans stratégiques à 15 ans, tu vois, sans aucun problème. Et donc, moi, je me retrouve avec des notes, des trucs qui font des dizaines de pages, ou des pages Notion pour aider les équipes qui sont sans fin. Ouais. Et qu'en fait personne ne consomme, personne les utilise, c'est trop long, il y a une espèce d'inflation rédactionnelle, il y a trop d'informations, c'est pas assez pertinent, c'est pas assez percutant, qui est assez dingue. Okay. Donc du coup je mets en garde vachement mes équipes à l'utiliser, mais de façon super mesurée, et surtout à relire, à faire attention, à sortir un travail qui soit concis, quoi. Ok. Super. Merci Axel. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026 dans les futurs projets? Écoute, qu'est-ce qu'on souhaite pour 2026? J'espère qu'elle sera aussi active, productive, et puis épanouissante que les autres années que je viens de vivre. Là, c'est des années où j'ai beaucoup appris. Rencontrer beaucoup de personnes, interagir en fait un peu tous les jours avec beaucoup de gens, finalement, beaucoup de gens différents chez Brevo. Il y a une culture qui est très riche de beaucoup de diversité. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. Et puis voilà, une année aussi stimulante que quand tu es dans une boîte comme
comme Brevo. Voilà. Et que ça soit d'ailleurs chez Brevo ou ailleurs, j'espère pouvoir trouver ces relais. Je n'en doute pas, et en tout cas, je te le souhaite. Merci beaucoup, Merci à toi, Axel, Claire. d'avoir été avec nous aujourd'hui, et à très vite. À très vite, salut. Bye.